L'erreur est trop souvent considérée comme une faute mise à la charge de l'étudiant qui ne serait pas assez investi. Il ne serait pas assez motivé et n'aurait pas assez mis en œuvre toutes ses compétences. Dans ce contexte, l'erreur sera souvent sanctionnée lors d'une évaluation finale. Comment changer le statut de l'erreur chez les étudiants ? Comment les amener à considérer que les erreurs peuvent être des opportunités pour apprendre ? Voir comment les amener à apprendre tout en s'auto-évaluant. Bonjour et bienvenue dans cette causerie de la série Enseignement et Innovation de la collection Pédagogie de l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Corinne Kolinski, maître de conférence en physique à l'Université du Littoral Côte-d'Opale. Bonjour Corinne. Bonjour Didier. Donc oui, je suis enseignant-chercheur en physique depuis une trentaine d'années à l'Université du Littoral Côte-d'Opale. Et puis depuis 10 ans, j'ai eu envie de me former un peu à la pédagogie. Et donc je me suis formée dans des centres universitaires de pédagogie, que ce soit en métropole ou chez mes voisins belges ou suisses. Ce qui m'a amené par la suite à pouvoir créer un centre d'innovation qui s'appelle le Centre d'innovation pédagogique de mon établissement. Je l'ai dirigé pendant 5 ans en tant que chargée de mission. Et puis aujourd'hui, j'ai réorienté mes activités à un niveau plus national, puisque je suis cette fois chargée de mission, mais au département d'évaluation des formations du HCRS, donc l'instance nationale d'évaluation. Pour autant, j'ai conservé une activité de conseil pédagogique et donc j'apprécie me déplacer à la rencontre de collègues pour les conseiller en pédagogie. Merci en tout cas de venir nous partager ton expérience. Alors Corinne, comment changer le statut, j'ai presque envie de dire, le sens de l'erreur chez les étudiants ? Sujet. Alors moi j'ai envie de dire à mon niveau, je crois que pour changer le statut, le sens de l'erreur chez les étudiants, il a déjà fallu que je change le statut de l'erreur chez moi en tant qu'enseignante. Et ça a pris du temps et je pense que maintenant ça me permet d'aider mes étudiants à accepter leurs erreurs pour apprendre. Alors, depuis combien de temps est-ce que vous évaluez des étudiants et à quel niveau sont les étudiants que vous évaluez ? Alors, j'évalue les étudiants depuis une trentaine d'années. J'ai été d'abord moniteur et j'ai déjà eu à faire des évaluations. Ensuite, j'ai été enseignant-chercheur pendant 30 ans. J'ai évalué aussi bien des étudiants de première année, donc ce qu'on appelle maintenant les L1, jusqu'aux étudiants de Master 2. Mais dès le début de ma carrière, j'ai quand même été particulièrement attirée par les enseignements et donc les évaluations des étudiants qui avaient des difficultés. Et donc, je me suis particulièrement intéressée et j'étais en charge de tous les dispositifs de soutien, d'accompagnement à la réussite. Finalement, depuis une quinzaine d'années, j'enseigne particulièrement en première année. Donc que ça soit les primo-entrants, que ça soit dans les licences scientifiques, mais aussi j'étais très impliquée dans les diplômes universitaires, donc les diplômes dits tremplin, rebond. Je crois qu'à l'Université de La Réunion, c'est ce qu'on appelle le rebondir, voilà. Et depuis qu'on a mis en place ce qu'on appelle les étudiants WICI, donc je suis responsable en physique du dispositif qui est adapté aux étudiants qui sont admis à s'inscrire à la condition dite WICI. Alors justement, si vous pouvez juste rappeler bien, donc les WICI, ce sont les étudiants qui sont admis dans une filière, mais à une condition particulière, qui est généralement de quel type ? Alors il y a plusieurs dispositifs WICI, donc effectivement ils sont admis, mais on a jugé que leurs prérequis n'étaient pas complètement satisfaits. C'est ça. Et donc il y a plusieurs dispositifs qui existent en France. D'ailleurs, je fais partie d'une association qui avait recensé un peu tous les dispositifs et fait un bilan de ces dispositifs. Alors ça va d'une proposition de remédiation en une trentaine d'heures pour ces étudiants, jusqu'à
jusqu'à des parcours qui vont être particulièrement adaptés, c'est-à-dire des parcours un petit peu à part de la première année classique, jusqu'à, dans certaines universités, une première année en 2 ans. C'est-à-dire que voilà, on va... Donc c'est des parcours avec de la rémédiation, des adaptations, mais qui permettent quand même à l'étudiant d'arriver jusqu'à l'objectif qui s'est fixé. C'est ça. Donc par exemple, pour un parcours en 2 ans, au lieu d'avoir les 60 crédits ECTS nécessaires à une année, en simplement une année, bien, on va les répartir sur 2 années pour laisser plus de temps à l'étudiant d'arriver au même niveau, mais avec davantage de temps. D'accord, en lien avec Parcoursup. Voilà. Alors, dans quelle situation est-ce que vous évaluez les étudiants ? Aujourd'hui, j'étudie j'évalue les étudiants aussi bien en cours, en travaux pratiques, en travaux dirigés, lors de stages, des soutenances orales. Alors, je pratique des évaluations diagnostiques en début d'UE, d'unité d'enseignement. Je multiplie les possibilités d'évaluation formative tout au long de l'unité d'enseignement. Et puis, j'ai toujours une pratique d'évaluation sommative en fin d'UE. Alors, je dois avouer que ça n'a pas été toujours le cas. Pendant, je pense, au moins une bonne quinzaine d'années, je procédais uniquement à des évaluations sommatives, c'est-à-dire que je pratiquais une évaluation à mi-semestre, c'est ce qu'on appelle les DS ou encore les partiels, et puis une évaluation terminale en fin de semestre. Alors j'avoue que c'est la façon dont moi-même j'avais été enseignée, et puis c'est la façon dont on procédait dans les équipes pédagogiques dans lesquelles je m'inscrivais. D'accord. Et qu'est-ce qui a induit un changement de vos pratiques ? Alors, ce qui m'a amené à changer ces pratiques, c'est que, surtout depuis une dizaine d'années, j'ai constaté que les profils des étudiants, en particulier néo-bacheliers qu'on accueille, étaient de plus en plus hétérogènes, que ce soit en termes de niveau, voire en termes d'acquis. Alors, avec la réforme récente du bac, c'est encore plus prégnant, c'est-à-dire que il suffit qu'il n'ait pas choisi certaines spécialités pour que vraiment il y ait un problème d'acquis, de prérequis, excusez-moi. Et donc c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin de disposer de plus d'éléments plus régulièrement pour avoir des informations sur chacun d'entre eux et leur permettre de progresser individuellement et à leur rythme. Et donc en plus des évaluations sommatives, je me suis mis à faire beaucoup d'évaluations formatives et diagnostiques. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que sont ces évaluations qui ne soient pas sommatives ? Alors d'abord, avant même que l'étudiant arrive, j'ai des pratiques d'évaluation diagnostique parce que, en fait, je vais faire passer des tests de positionnement en physique à tous les néo-bacheliers qui vont arriver en licence scientifique, donc des tests de positionnement en physique aussi pour les néo-bacheliers qui s'inscrivent en licence de mathématiques ou d'informatique. Et donc il va s'agir pour moi de tester ce qui est un prérequis, notamment alors au premier semestre, c'est en optique et en électricité. Et c'est-à-dire que c'est les notions dont ils auront besoin pour suivre correctement le premier semestre de la première année. Donc l'évaluation diagnostic posée généralement en amont de votre formation, oui, pour avoir une idée des prérequis, oui, remplis ou pas par vos étudiants. Oui, tout à fait. D'accord. Et dans quelles conditions est-ce que vos étudiants passent ces tests ? Alors, les tests de positionnement donc à destination des néo-bacheliers qui arrivent à l'université, on les avait mis en place dans notre université il y a déjà une dizaine d'années.
Et ces tests, eh bien, on les faisait passer durant le premier semestre, le premier mois, excusez-moi, le mois de septembre. Et le temps de s'organiser, on était plutôt sur voilà, des tests qui se passaient en fin septembre. Ces tests étaient aussi passés en présentiel, c'est-à-dire dans des séances, dans des salles avec des salles équipées d'ordinateurs. Donc c'était des salles avec la plupart du temps 16 postes d'ordinateurs, ce qui fait que c'était vraiment une organisation à penser et c'était assez lourd parce que il fallait faire passer un certain nombre de groupes par 16 dans ces salles. Et on s'est rendu compte que les étudiants étaient très stressés par ces conditions, parce que évidemment le fait de devoir accueillir un autre groupe, eh bien le temps était limité. Alors ce qu'on a fait récemment, plutôt, vraiment dans l'idée que ces tests allaient surtout servir aux étudiants, eh bien on a décidé que ces tests ils seraient passés chez eux, dans les conditions dans lesquelles ils étaient le mieux et qu'ils pouvaient prendre tout le temps dont ils avaient besoin. Et comme d'autre part maintenant les étudiants s'inscrivent en ligne dès le mois de juillet, ça nous permet finalement d'avancer les tests avant leur arrivée à l'université, de façon à ce qu'ils puissent y remédier avant de commencer les cours. Et donc on leur propose généralement à partir de mi-août de passer, donc voilà, on les contacte et on leur propose de passer ces tests au moment où ça leur convient le mieux, avec leur propre matériel. D'accord, donc c'est un test, mais dans la mesure où ce qui est recherché avant tout, c'est de poser un diagnostic, on peut le faire passer ces choix sans trop vraiment de soucis, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de sanction qui est associée. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une idée, d'aller sur l'autopositionnement, bon, qui va être communiqué après aux enseignants quand même, mais vraiment sans avoir ce risque d'une sanction, d'un risque pour l'étudiant. Donc on peut le lui faire passer dans une ambiance vraiment plus tranquille chez lui. C'est exactement ça, Didier, vous avez tout compris. Bon. Et alors, est-ce que les étudiants, après, ils disposent d'une correction de ces tests? Ah, tout à fait. Alors, en fait, c'est même, si on veut qu'il y ait remédiation, c'est nécessaire. Donc, après qu'il ait terminé le test, un étudiant va avoir la correction des tests et surtout, il va avoir des ressources qui seront associées à chacune des réponses. Donc, s'il veut, même s'il a eu une bonne réponse, il peut toujours, s'il le souhaite, aller plus loin. On a des étudiants qui ont besoin toujours de se rassurer. Et il veut aussi avoir des exercices qui lui seront proposés. Donc là, pour le coup, s'il a l'impression qu'il n'est pas tout à fait au point, on va lui proposer des exercices sur un exerciceur en ligne. Et il va même pouvoir solliciter une demande de tutorat. Donc c'est un dispositif, ce sont des étudiants des années qui sont passés dans les années supérieures, au-delà, qui vont pouvoir leur proposer une remédiation sur des notions. D'accord. Qu'est-ce que vous faites des résultats de ces tests? Alors, les résultats, en fait, ils vont être communiqués à la fois aux responsables de la formation, pour qu'ils puissent prendre des décisions adaptées. Et depuis le dernier décret licence, le dernier arrêté licence, ça permet de rédiger ce qu'on appelle le contrat pédagogique de réussite. Donc l'étudiant avec le responsable de formation, et en fonction des résultats des tests, ça peut les aider à rédiger ce fameux contrat. Et il y aura aussi, les tests vont aussi être envoyés aux enseignants qui dispensent les enseignements en lien avec les notions qui ont été testées, de sorte qu'ils puissent voir quel niveau de maîtrise l'ensemble d'une classe d'étudiants peut avoir de telle ou telle notion. Et éventuellement, si ils considéraient qu'une notion devait être un prérequis et qu'on se rend compte que la majorité des étudiants, ce n'est pas acquis, eh bien, il va pouvoir revenir sur la notion avant même de démarrer d'autres apprentissages. D'accord.
qui procède à l'analyse et au classement des résultats? Est-ce qu'il y a une équipe de traitement qui va être là pour pouvoir agréger des résultats, pour les fournir aux enseignants? Ou alors est-ce que ce sont des résultats individuels qui sont communiqués? Est-ce qu'il y a un pré-traitement qui est fait? Voilà, comment est-ce que ça se passe une fois que les tests sont finis, qu'on a cette masse d'informations? Comment est-ce qu'elle est transmise et traitée? Alors, en fait, l'analyse sera faite automatiquement et de façon statistique par la plateforme. Et il existe un enseignant référent par discipline qui va donc aller extraire l'analyse. Alors, pour l'analyse de la plateforme, pour la transmettre soit aux responsables des études, comme je le disais, soit aux enseignants qui sont concernés par les disciplines. Alors, il se trouve que finalement, je crois que dans quasiment toutes les disciplines, le référent, c'est finalement le responsable de la formation. Alors, quand on dit la plateforme... alors, la plateforme, actuellement, c'est Moodle. D'accord. Alors, c'est récent, parce que jusqu'à il y a 2 ans, on utilisait la plateforme Sakai, qui n'est pas très connue, mais depuis 10 ans, on a migré sur Moodle, et ces tests maintenant Tournent sur Moodle. Tournent sur Moodle, oui. D'accord. Est-ce que vous mettez en place d'autres types d'évaluations? Ah oui, alors en première année, tout particulièrement, j'essaye d'avoir recours à de nombreuses évaluations formatives, aussi bien en utilisant le numérique entre les séances que des évaluations formatives plus classiques au moment du présentiel avec mes étudiants. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les évaluations entre les séances maintenant? Alors, pour les évaluations entre les séances, j'utilise une plateforme que je trouve vraiment très adaptée, en tout cas aux pratiques vraiment très adaptée aux pratiques que j'ai avec les étudiants. C'est une plateforme la plateforme WIMS. En fait, c'est un serveur WIMS et elle est en ligne, gratuite, collaborative, et c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui va couvrir qui ouvrir les programmes depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Dans de nombreuses disciplines, et il y a plusieurs ressources qui sont disponibles sur les serveurs WIMS. Moi, j'utilise quasi exclusivement ce qu'on appelle les exercices à données aléatoires, donc des exercices dont les données sont générées de façon aléatoire, en physique et en mathématiques aussi. Pour tout ce c'est les habiletés que je n'aurais pas dans le cadre de mes enseignements physiques, toutes les habiletés que je n'aurais pas le temps de travailler concernant les mathématiques. Alors, ces exercices vont permettre à mes étudiants de travailler de faire autant de fois les exercices que nécessaire, et c'est le serveur qui va corriger et attribuer la note à l'étudiant. Et ces notes, elles vont pouvoir augmenter au fur et à mesure que l'étudiant va progresser jusqu'à obtenir la note maximale s'il le souhaite, s'il choisit de persévérer en faisant les exercices. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les étudiants peuvent faire les exercices autant de fois qu'ils le souhaitent, se tromper autant de fois qu'ils le veulent, parce que ce qui compte, ce qui va leur être fourni, c'est leur progression. Alors, ces exercices, je les utilise vraiment quand il s'agit de développer certaines habiletés de calcul. Et je propose des feuilles d'exercices, des feuilles qui contiennent une dizaine d'exercices, une feuille tous les 15 jours. D'accord, donc vous avez un exerciceur particulier, WIMS, et vous avez bien dit aussi que vous avez une plateforme Moodle. Donc comment ça se passe, le lien entre ces deux plateformes par rapport à l'usage des enseignants et des étudiants? Alors, ça, c'est une vraie question, parce qu'au début, on n'avait pas fait attention à ça. On avait donné un lien pour Moodle, un lien pour WIMS, et c'est vrai que les étudiants nous ont dit qu'ils étaient un petit peu perdus avec tous ces liens. Donc maintenant, on a décidé que ça serait... alors, personnellement,
pour ce qui concerne ma pratique, mon enseignement par exemple de mécanique, eh bien, c'est dans mon espace personnel qui concerne mon cours de mécanique sur Moodle que sur la page d'accueil, je vais mettre le lien vers WIMS. Donc les étudiants seront dirigés depuis la page d'accueil de l'enseignement. Et puis j'ai un petit tuto que j'ai déposé là qui leur permet, eh bien, dès qu'ils ont le lien vers le serveur WIMS, le petit tuto qui leur permet de s'inscrire, de sorte que moi quand je vais sur le serveur, eh bien, je vois uniquement leurs résultats. D'accord. Ils se sont inscrits tout seuls. Très bien. Alors, quelle pratique d'évaluation formative, maintenant, vous mettez en œuvre en présentiel? Alors, comme j'enseigne la physique, il y a une pratique qui a été développée ces dernières années, surtout lorsque l'on enseigne les concepts. Alors c'est le cas, c'est particulièrement intéressant dans le cas de la mécanique. Hein. J'en parle beaucoup parce que c'est une discipline de la physique que j'apprécie beaucoup enseigner aux étudiants parce que justement il y a beaucoup de concepts qu'on retrouve vraiment. Voilà, la partie de la physique que j'apprécie. Alors, il se trouve qu'un de nos collègues enseignants, alors j'aime bien dire que c'est un collègue, c'était un physicien de Harvard, qui a développé une méthode qu'on appelle le peer restriction, donc c'est monsieur Eric Mazur, qui a proposé une méthode. Alors, concrètement, comment ça va se faire? Donc, je vais poser une question conceptuelle à mes étudiants. Je vais leur demander de réfléchir individuellement à la réponse et puis d'utiliser un outil comme WooClap et de me fournir une réponse à la question conceptuelle. Et je vais regarder tout de suite le pourcentage de bonnes réponses. Alors, dans la méthode proposée par Eric Mazur, on dit que ça s'explique que si on a entre 30 et 70% de bonnes réponses, on peut proposer ce que je vais faire par la suite. Bon, moi, je me suis arrêtée quand même à 50% de bonnes réponses. Donc, si j'ai 50% de bonnes réponses, alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux étudiants de former des petits groupes de 3 ou 4 et de discuter entre eux de leurs réponses et en quelque sorte d'essayer de se convaincre, de convaincre l'autre de sa réponse. Et au bout d'un certain temps, ils ont discuté, ils ont été convaincus ou pas par la réponse de l'autre. Je vais à nouveau proposer le vote. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, le pourcentage de bonnes réponses augmente. Donc, travail en groupe avec ses pairs, de manière à être en mesure d'argumenter ses réponses. C'est ça. Et aussi, à partir de là, ce que je trouve intéressant, c'est que je demande aux étudiants de réfléchir à la réponse individuelle qu'ils avaient faite et si elle n'était pas correcte, de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'elle n'était pas correcte. Ça, c'est pour améliorer leur métacognition. Et même pour certains, je leur demande s'ils sont prêts à échanger devant leurs pairs, devant les autres étudiants, les raisons pour lesquelles leur réponse n'était pas correcte. Ce qui peut être source d'apprentissage pour d'autres étudiants. Alors forcément, ça demande plus de la part des étudiants, puisqu'ils ne sont plus passifs, hein, on est dans la pédagogie vraiment active. Est-ce que ces étudiants sont réceptifs à cette méthode? Est-ce qu'ils osent prendre la parole avec leurs pairs, s'affirmer? Comment est-ce que ça se passe? Alors oui, je dirais que maintenant, ils sont très réceptifs et ils apprécient beaucoup cette méthode. Donc, je pratique pas les tests conceptuels à chaque séance, mais même s'ils m'en demandent. Mais au début, ça n'a pas été du tout le cas. Au début, ils n'appréciaient pas du tout devoir s'exprimer, devoir donner leur avis, d'être actifs. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était en partie de ma faute. Parce que je crois que j'étais pas toujours prête à accueillir leurs erreurs, dans le sens où elles renvoyaient parfois sans doute un peu à mon inefficacité pédagogique. Par exemple, je crois que j'ai pu parfois, lorsqu'ils faisaient une erreur, leur dire « Ah, mais pourtant c'est simple, tu ne te souviens pas de l'exercice 3 dans la fiche de TD qu'on a vu la semaine dernière » ou alors
ah ben, tu n'auras qu'à aller apprendre le théorème du chapitre précédent. Donc je crois que j'ai moi-même été enseignée dans des modèles très transmissifs, hein, et j'ai dû me déconstruire, hein, de ces modèles pour aller vers des modèles plus tournés vers l'apprentissage des étudiants. Ça n'a pas été fait en un claquement de doigts. Donc finalement, les étudiants doivent apprendre à accepter l'erreur, mais l'enseignant aussi, quelque part, a un travail sur lui, lorsqu'il y a erreur, de ne pas forcément le prendre pour lui, mais arriver à s'en détacher, à voir quel est l'avantage de cette erreur, qu'est-ce qu'il signifie, qu'est-ce que cela peut traduire, et qu'est-ce que ça peut lui apporter, lui, dans la continuité de sa pédagogie. Exactement. Didier, vous avez bien résumé la situation. J'essaye de suivre. Mais, alors, il y a quand même une chose qui est importante quand on veut comme ça que les étudiants osent s'exprimer. Il faut qu'il y ait ce climat de confiance, hein. Oui. Et donc, c'est peut-être ce que je n'avais pas aussi instauré au début. Bon, il y avait, c'était il y avait de multiples raisons à tout ça, mais il y a aussi, il faut absolument instaurer un climat de confiance, de bienveillance dans la classe, entre l'enseignant et les étudiants, mais aussi entre les étudiants entre eux, hein. Il faut vraiment créer un cadre où il faudra ne pas décréter, mais vraiment, ça ne fait pas que de se décréter, hein. Il faut vraiment soigner le cadre pour que l'erreur soit vraiment instaurée comme source d'apprentissage pour tous, hein. Et moi, je leur dis souvent que c'est faire preuve de générosité envers leurs collègues que d'oser s'exprimer sans être certain que la réponse est correcte. D'accord. Donc je me note bien, la gestion de classe est un prérequis à la pédagogie active et à la façon de pouvoir ensuite échanger entre pairs. Exactement. Alors, cette gestion et ce travail en petits groupes, on l'imagine bien effectivement pour des petites promotions, hein, mais est-ce que ça va passer un test de scalabilité si je suis en amphithéâtre avec 300 étudiants? Est-ce que ce type de méthodologie est toujours valide, applicable? Alors j'ai envie de dire oh que oui, et quel plaisir ça doit pouvoir procurer. Justement, ce qui concerne les tests conceptuels dont je vous ai parlé, par exemple en séance, j'ai découvert ça en voyant une fois une émission, et c'était un amphi, ex-Jussieu, alors non, peut-être Sorbonne Université, à Paris, donc, où on voyait je voyais un amphi de physique avec des étudiants qui discutaient dans tous les sens, et ça a été un plaisir pour moi, et c'est là que je me suis intéressée à la méthode. Donc à partir du moment où il y a vote avec vos claps, ça ne pose aucun problème. Pour ce qui est les tests entre les séances que j'effectue avec WIMS, de toute façon c'est transparent pour moi, hein, puisque c'est le serveur qui corrige et qui moi me fournit éventuellement la note si j'en ai besoin. D'accord. Alors, on arrive encore au terme de cette causerie, et classiquement on finit par cette question qui est, on a vu différents types d'évaluations autres que sommatives, hein, on a vu les formatives, les diagnostics. Quelles recommandations, quels conseils vous auriez pour un collègue enseignant qui souhaiterait se lancer dans ces autres formes d'évaluation? Alors oui, en particulier pour l'évaluation, il faut savoir que l'évaluation c'est un sujet particulièrement sensible, hein, pour les enseignants, et il existe des outils, des méthodes qui sont adaptées à chaque situation, dont on n'est pas forcément au courant quand on est enseignant ou enseignant-chercheur. Et donc vraiment ce que je conseillerais à un collègue enseignant, c'est de se rapprocher d'un centre de pédagogie, soit pour participer à une formation dont le sujet tournerait autour de l'évaluation, soit pour demander, s'il se sent moins disponible, un accompagnement par un collègue ingénieur ou conseiller pédagogique, hein, qui pourra répondre à un besoin si l'enseignant a envie de changer ses méthodes d'évaluation.
Merci beaucoup Corinne. Cet échange touche maintenant à sa fin. Ben, grâce à vous, on a pu voir des clés sur les différents types d'évaluation, le statut de l'erreur, comment est-ce qu'on peut l'appréhender. Et donc, je pense qu'on a tous progressé grâce à vous, donc grand merci. Merci. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle causerie, toujours sur le thème de l'innovation dans l'enseignement.